tout ce qui donne des Ce orientations. système vous permet d'éviter l'accès à des sites. Let me take a couple of Construire un things. projet comme Bonjour et bienvenue sur le site de l'HEP Vaud. Si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez découvrir les activités de l'HEP Vaud, parce que vous êtes intéressé par la profession d'enseignant. C'est cette profession que nous souhaitons vous faire découvrir cet après-midi. Dans un premier temps, je souhaite vous présenter l'HEP Vaud. L'HEP se préoccupe de former des enseignants. Mais en fait, l'enseignement, c'est quoi? Vous le savez, vous avez des enseignants tous les jours, ça fait des années que vous êtes dans l'enseignement. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la réalité. La réalité, elle est un peu différente. Il y a l'envers de la pièce que vous ne connaissez pas. En fait, enseigner, c'est concevoir et animer des cours. C'est assurer la socialisation des élèves, ça veut dire leur apprendre à vivre ensemble. C'est évaluer les progrès des élèves. C'est encore intégrer les technologies dans l'enseignement. Détecter les forces et les faiblesses des élèves, prendre en compte leur diversité, former les citoyens et les citoyennes de demain, adopter ses propres interventions aux caractéristiques des élèves. Dans la classe, vous allez avoir des élèves qui ont beaucoup de difficultés à apprendre à lire, par exemple, et d'autres qui sauront déjà lire en arrivant à l'école. Et pourtant, vous devrez permettre à chacun de progresser. C'est aussi coopérer avec les parents et les autres partenaires de l'école. Enseigner, c'est également agir de façon éthique et responsable. On travaille avec des êtres humains. L'éthique est très importante. Et puis, c'est se former tout au long de la vie, parce que même après la HEP, l'école va continuer à évoluer et vous devrez continuer à vous former. L'enseignement, c'est tout ça. Ça fait peut-être un peu peur. L'enseignement, c'est effectivement un défi, mais c'est surtout un métier complexe et passionnant. Comment est-ce qu'on s'y forme? Là, vous êtes au gymnase et effectivement, vous êtes peut-être en classe d'école de maturité ou en classe d'école de culture générale. Et là, vous pouvez décider de vous former pour enseigner les élèves de 4 à 12 ans. C'est l'école primaire. Vous vous y formez avec un bachelor en 3 ans. Mais vous êtes peut-être aussi actuellement gymnasien en école de maturité et vous vous dites que vous avez plutôt envie d'enseigner au secondaire ou en tout cas d'essayer l'université. Alors effectivement, vous allez vous engager dans un bachelor ou à l'université, ou à l'école polytechnique de Fédérale, ou peut-être même, si vous avez envie de devenir enseignant d'art visuel ou de musique, dans une HES. Et puis après ce bachelor, vous pourrez décider, par exemple, de directement enchaîner avec un master à la HEP pour enseigner au secondaire 1. Le secondaire 1, c'est là que se trouvent les élèves qui ont entre 12 et 15 ans. Vous pouvez aussi décider de continuer votre formation universitaire par un master et après de vous former pour enseigner au secondaire 2, dans les gymnases ou dans les écoles professionnelles, avec une année de HEP. Après ce master universitaire, vous pouvez aussi encore décider de quand même enseigner au secondaire 1 ou combiner secondaire 1 et secondaire 2. Quatrième métier d'enseignant auquel on forme à la HEP, la pédagogie spécialisée. On peut devenir enseignant spécialisé en ayant fait un bachelor à la HEP ou alors en ayant fait un bachelor à l'université, en psychologie par exemple, ou dans une HES, travail social. Et de cette manière-là, on peut, dans un master HEP en 3 ans en emploi, devenir enseignant spécialisé. Dans tous ces cas de figure, il y a de la collaboration avec d'autres hautes écoles. Par exemple, en pédagogie spécialisée, on peut faire un master en éducation précoce spécialisée qui est organisé en collaboration avec l'Université de Genève. Dans les études universitaires, aussi bien à la faculté des lettres qu'à l'UPFL, on peut commencer la HEP dans le cadre de certaines orientations. Et puis dans le cadre de la formation d'enseignants secondaires, on va pouvoir se former avec d'autres étudiants des autres HEP romandes. Voilà un petit peu tous les chemins qui permettent de devenir enseignant. Et une fois qu'on est enseignant diplômé, d'abord on peut enseigner dans toute la Suisse avec les diplômes de la HEP Vaud, peut-être même à l'étranger sous certaines conditions. Mais on peut aussi décider de poursuivre ses études. Et on peut poursuivre ses études notamment dans 2 masters, aussi organisés à la HEP Vaud, un master en sciences et pratiques de l'éducation ou un master en didactique disciplinaire. Et puis ensuite de ça, par exemple, on peut devenir chercheur,
On peut devenir enseignant dans une haute école, on peut devenir formateur en entreprise, on peut devenir cadre scolaire cantonal, ou si on a vraiment un goût de la recherche prononcé, on peut réaliser un doctorat. On peut aussi décider de se spécialiser. Et pour se spécialiser, on fait ce qu'on appelle des études post-grade dans un CAS, Certificate of Advanced Studies, ou bien un DAS, Diploma of Advanced Studies, ou un MAS, Master of Advanced Studies. Et puis là, on exerce des fonctions particulières dans les établissements scolaires. Médiateur, doyen, praticien formateur, enseignant d'activité créatrice, spécialiste en éducation numérique, et j'en passe. On peut également, après la HEP, tout simplement se perfectionner dans le cadre de la formation continue. Et là, de la formation continue, la HEP vous offre un peu plus de 300 cours chaque année qui vous permettent de vous perfectionner. Je vous souhaite une magnifique découverte de l'HEP Vaud. Ce que j'aime dans mon métier d'enseignante, c'est la créativité dont je peux faire preuve au quotidien, en cherchant des différentes manières d'amener les enfants à apprendre en fonction d'eux, de leur contexte et aussi de moi, parce qu'il faut que ça me convienne. Parce que contrairement aux idées reçues, l'enseignant ne fait pas que reprendre des cours d'année en année qu'il redonnera tel quel. Il faut qu'il s'adapte aux élèves, au courant du moment, à l'actualité, à lui-même, au contexte. En ce sens, c'est vraiment un renouvellement perpétuel. Enseigner, c'est accompagner les élèves au quotidien parce que finalement, j'essaye au mieux, à partir de ce qui les intéresse, de ce qui fait sens pour eux, comment en extraire les apprentissages qui vont nous permettre en fait, d'avancer dans leur cursus. Quand on est élève ou étudiant, on a une représentation de ce qu'est l'activité de l'enseignant. Et si on s'intéresse à ce métier, eh bien, il faudrait pouvoir expérimenter, par exemple en faisant des remplacements ou des stages, parce qu'en réalité, l'activité de l'enseignant, elle se passe la plupart du temps en dehors de ses heures d'enseignement. J'aime mon métier d'enseignante parce que c'est un métier de contact à travers lequel j'apprends au quotidien grâce à mes élèves, grâce à mes collègues, aux parents de mes élèves aussi. Tous ces intervenants font que c'est un renouvellement quotidien et c'est vraiment une source d'épanouissement tant personnel que professionnel. J'ai voulu étudier la HEP car c'est une idée qui m'a toujours trotté dans la tête depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été fascinée par les maîtresses, tout ce qu'elles donnaient comme info aux enfants. J'ai fini le gymnase et j'ai tout de suite commencé la HEP. Ce qui m'a donné la passion, c'est ma prof quand j'étais petite en 5-6e. Sa manière d'enseigner, sa manière de transmettre qui m'a beaucoup plu. Et j'ai su dès ce moment-là que je voulais faire la même chose. J'ai beaucoup aidé mes camarades en classe qui avaient plus de peine. Du coup, je me suis dit que c'était la voie à suivre pour aider les élèves qui avaient plus de peine. C'est vraiment de pouvoir transmettre des connaissances et leur montrer que peu importe d'où ils partent ou s'ils ont des difficultés, pouvoir aussi par la suite faire ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit continuer des études, faire un apprentissage ou quoi que ce soit, mais les soutenir dans ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Je voulais un métier où il y a du mouvement, où il y a une collaboration avec les gens, avec les enfants aussi, où il y avait du contact. De transmettre aussi des nouveautés aux jeunes et qui mettent du sens dans ce qu'ils apprennent, pour moi c'est vraiment important. J'aime beaucoup les enfants et je me suis dit comment être utile un peu dans ma vie, en tout cas dans un des aspects, ça peut être d'encourager les élèves à vouloir avoir envie de progresser dans leurs apprentissages. Le cadre physique de l'établissement est un très beau cadre. Ça fait plaisir de faire des études ici. C'est franchement sympa d'être là, ouais, c'est clair. On a toujours un coin calme sans avoir des voitures qui passent à côté, donc c'est vraiment hyper sympathique. Franchement, c'est hyper beau en été, genre il y a vraiment la vue sur le lac, c'est incroyable. La diversité entre les conférences, les cours, les salles de séminaire, ce qui nous permet aussi de pouvoir se rapprocher entre les étudiants, ça c'est vraiment bien. Ici c'est beaucoup fixé sur la didactique, donc comment est-ce qu'on apprend les mathématiques aux élèves? Qu'est-ce qui peut les intriguer? Qu'est-ce qui peut les amener à être intéressés? On a aussi des ateliers disciplinaires, donc on apprend vraiment comme les enfants. Donc on a du bricolage, on a du dessin, on a de la musique, on a du sport. Tout ça, ça va nous permettre d'être une bonne prof. Il y a des cours qu'on a eu surtout en deuxième année, je pense au module psy, qui est très intéressant aussi pour accueillir tous ces nouveaux élèves avec des besoins éducatifs particuliers dans nos classes. Ça donne vraiment des pistes concrètes pour l'enseignement.
À la HEP, on a la chance de pouvoir participer à beaucoup de stages et je pense que c'est une chance de pouvoir expérimenter aussi sur le terrain. Ça nous apporte énormément parce qu'on a besoin aussi de cette expérience avec le réel et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je suis très contente de faire partie de cette école. Je trouve que c'est des super études dans lesquelles on est tout de suite amené à enseigner, à tester par nous-mêmes, à tâtonner pour pouvoir trouver notre propre manière d'enseigner, notamment par le stage en direct à la première année. Un bon prof, il varie ses enseignements, il arrive à attirer la motivation des élèves, à ce que les élèves aient eux-mêmes envie d'apprendre et qu'ils comprennent la raison des apprentissages et non pas qu'ils apprennent parce qu'ils doivent apprendre. Être une bonne prof, c'est donner envie d'apprendre aux élèves. C'est toute une atmosphère qui est créée par la prof pour avoir un bon endroit pour apprendre. Il faut une solide connaissance de sa branche qui va au-delà de celle des élèves et du programme. Et on sait qu'on a une grande responsabilité là-dedans. C'est un peu le but de notre métier, c'est créer des citoyens finalement. Nous, c'est presque une responsabilité de deuxième parent en fait. Comme on passe quasiment plus de temps avec les enfants que les parents eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'on leur apporte. Pour moi, une bonne prof, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui sait se comporter avec et les élèves, et les adultes, et les parents. Faut oser y aller si on aime le contact avec les gens, si on aime bien les enfants, si on aime transmettre. Le cadre est très sympa, les cours sont intéressants, les profs sont à l'écoute des étudiants. Si on a des problèmes, on peut envoyer des mails, ils sont quand même là pour nous aider. Mais je pense que le plus important, c'est apprendre à faire un métier qui nous passionne, qu'on aime. Personnellement, de mon expérience, j'ai des fois eu un peu peur ou bien de me lancer, puis finalement il faut aller, même si c'est inconnu, on nous apprend quand même du concret, surtout avec la pratique. C'est assez beau de se dire que tous ces enfants vont plus tard, grâce à nous, pouvoir grandir et apporter quelque chose à la société. J'aime mon métier d'enseignant. J'ai aussi choisi ce métier parce que j'aime travailler avec la population d'ados. Je travaille au secondaire. C'est peut-être là la dernière notion qui me plaît dans mon métier, c'est la notion de transmettre. J'aime bien me retrouver dans cette position où j'ai la possibilité de transmettre et que ce soit du savoir. Je trouve que c'est un âge intéressant avec les ados parce que c'est l'âge, pour certains, on va être leur dernier prof parce qu'ils vont démarrer dans la vie professionnelle. Et puis je trouve que c'est un âge où si on compte un peu pour eux, on a la possibilité de compter vraiment. C'est une des choses qui me plaît beaucoup. Quelqu'un qui aimerait devenir enseignant, je lui conseillerais d'abord d'aller travailler avec des jeunes de la catégorie d'âge avec lesquels il souhaite travailler aussi. Et que ce soit dans des camps sportifs ou des camps de théâtre, des choses comme ça que les villes offrent pendant les vacances de Noël, avec des enfants de foyer. Si possible, les enfants les plus compliqués possibles. Et puis voir si il y a du plaisir aussi à travailler avec ces gens-là. Parce que c'est quand même le gros du travail, c'est de se retrouver avec ces gens-là pendant toute la journée. Puis il me semble qu'il y a beaucoup de collègues à qui ça pèse que de devoir gérer ces élèves qui seront des ados. Pour mon cas, qui peuvent être turbulents, etc. Donc de savoir qu'on aime travailler avec la population à laquelle on va avoir affaire 6-7 heures par jour, ça me semble essentiel. J'irai faire des stages aussi. J'irai faire des stages dès que j'ai 18 ans, dès que j'ai un papier qui me permet d'être inscrit dans le registre des remplacements à l'état de Vaud, j'irai faire des remplacements. Transmettre, c'est cette notion pour moi qui devient de plus en plus importante avec le temps. C'est là où mon enseignement se renouvelle aussi. Transmettre la façon dont on fait un shoot de 2 pas pendant un cours d'éducation physique, c'est plus tellement important pour moi. Ça m'intéresse de plus en plus dans mon métier. Comment je peux me servir de ça pour parler d'autres choses? Parler de comportement, de réfléchir ensemble à des projets. Et puis la richesse du métier, elle vient vraiment de ces contacts humains que j'ai après. Et puis dans la possibilité de faire grandir les jeunes, puis les ados, puis des adultes, quoi. Et je trouve qu'on a plein d'opportunités dans le métier de le faire. Chères gymnasiennes, chers gymnasiens, bienvenue à la HEP pour cette journée découverte. Alors, à défaut d'être tous ensemble aujourd'hui, nous avons une modalité un petit peu virtuelle. Mon nom est Delphine Odieguet, je suis professeure ici à la HEP et je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle le LASALE. Nous nous intéressons aux alliances éducatives entre les différentes personnes qui sont autour de l'école et aussi aux questions de l'accrochage scolaire. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui pour discuter de l'éducation inclusive Sarah, Céline et Marius. Merci d'être avec nous. Alors, si on débutait par ça, si je vous posais la question, d'après vous, qu'est-ce que c'est que l'école à visée inclusive ? C'est une école où on est bien, où il n'y a pas de discrimination, peu importe son sexe, sa religion, sa culture, ou même une déficience mentale ou physique. Mais ça n'existe pas déjà, une école où on accepte tout le monde ? En soi, oui, les personnes sont dans les établissements, mais je ne pense pas que tout le monde se sente à 100% à sa place ou se sente bien dans son cadre scolaire. Et
Moi, j'ai l'exemple d'une amie, elle est trans, donc on la genre au féminin, et elle s'est retrouvée dans la difficulté de savoir quelle toilette choisir. Elle ne savait pas si aller dans les toilettes des filles ou dans les toilettes des garçons, parce qu'elle ne voulait pas mettre mal à l'aise certaines personnes. Et donc, je pense que oui, les personnes sont là, mais pas tout le monde se sent vraiment bien. Et puis même pour l'accessibilité, si on a une jambe cassée ou si quelqu'un est sur fauteuil, peut-être que les ascenseurs, s'il y en a, ne permettent pas d'aller dans la cour ou à certains endroits. Oui, ou quand on apprend une langue, pour certaines personnes, la langue, c'est leur langue maternelle. Pour d'autres, c'est une langue nouvelle avec laquelle ils n'ont jamais eu contact. Et l'école n'est pas très inclusive parce que les exigences, elles sont les mêmes pour tout le monde et les examens finaux sont les mêmes pour tous. Ou alors, certains profs forcent les élèves à prendre des notes, alors que pour certains élèves, c'est difficile d'écouter et de prendre des notes en même temps, ou même certaines personnes ont une mémoire plus visuelle ou plus auditive. Oui, tout à fait. Tous les exemples que vous venez de donner, ce sont des situations où une ou des personnes ne sont pas traitées de la même manière que les autres à cause d'une caractéristique qu'ils ont, que ce soit une caractéristique de mobilité, une condition pour apprendre à mémoriser ou à travailler, ou une question de genre. Alors c'est vraiment ce qu'on appelle la discrimination. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, les gens ont un droit à vivre une éducation sans discrimination. Alors je vais vous lire la définition exacte qui est donnée depuis très longtemps de la discrimination. Dans les années 60 déjà, on commençait à indiquer que l'école doit être sans aucune discrimination. Donc la définition exacte est celle-ci. La Conférence générale des Nations Unies, en 1960, indique la discrimination sous ces termes-là. Elle comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui est fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion du reste, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, et qui aurait pour objet en fait de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement. Alors on voit bien dans les exemples que vous avez donnés que ces personnes elles sont désavantagées finalement par rapport aux autres en termes d'éducation. Donc les discriminations, on en parle, c'est un sujet d'actualité, mais elles sont encore présentes aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, Delphine, on apprend quoi à la HEP pour que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait plus ces inégalités? Alors écoute, à la HEP, on forme des enseignants. Alors ce qu'on va essayer de faire en priorité, c'est de les aider à comprendre comment on apprend à connaître très précisément les besoins de nos élèves. Une fois qu'on arrive à bien comprendre ces besoins, on va essayer de voir comment on peut avoir différentes manières de présenter des contenus pour les apprendre. On va essayer de, par exemple, utiliser un texte et en même temps une vidéo ou un schéma, par exemple. On va les aider aussi à comprendre qu'il y a différents outils technologiques qu'on peut utiliser. Tiens, une question. Est-ce que vous savez que dans Word, vous avez ce qu'on appelle un lecteur immersif qui vous permet d'écouter ce qui est écrit sous forme de texte dans le logiciel Word lorsque vous êtes fatigué ou si vous avez besoin, parce que vous avez par exemple une dyslexie, d'avoir quelqu'un qui lit pour vous. Alors ce sont ce genre de choses qu'on apprend à l'HEP. Ok, donc en gros, vous les apprenez à enseigner de plusieurs manières différentes, mais ça c'est juste au niveau de l'apprentissage. Les discriminations, il y en a encore dans la cour ou même dans les couloirs. Oui, c'est vrai. On travaille bien sûr sur l'apprentissage, mais on travaille aussi sur toutes nos représentations. On essaye de comprendre comment, en se connaissant mieux les uns les autres, eh bien, nos différences ne sont pas des problèmes, mais sont plutôt des richesses à partir desquelles on va vivre ensemble et apprendre ensemble. Alors, l'éducation à visée inclusive, c'est une question pour tout le monde, ce n'est pas juste pour les enseignants. Ça concerne les parents, ça concerne les doyens, les doyennes, ça concerne les élèves eux-mêmes, les différents intervenants autour de l'école. Alors, peut-être pour finir, si je vous posais une question. À l'heure actuelle, si vous aviez envie de changer une chose pour aller vers une école inclusive, qu'est-ce que vous proposeriez? Moi, je pense qu'on devrait considérer les parents comme des partenaires parce qu'ils connaissent bien leurs enfants et par exemple, lors des réunions parents-profs, on pourrait leur parler de l'école inclusive. Comme ça, à la maison, ils en discutent avec leurs enfants et ils peuvent aider à trouver des solutions. Ouais, super. Moi, je pense qu'il faudrait plus se renseigner au niveau des élèves, parler avec eux, leur poser des questions pour savoir ce qui ne va pas pour eux dans leur scolarité. Par exemple, les personnes qui ont des problèmes de concentration ou de dyslexie ou tout ce genre de choses, je pense que si on pose les questions directement aux élèves,
on peut faire quelque chose de plus adapté de sorte à ce que les gens se sentent mieux. Super. Je pense pour certaines personnes aussi c'est difficile quand on ne partage pas les mêmes valeurs. Et je pense qu'il faudrait plutôt se mettre à la place de certaines personnes et de les considérer. Super. Merci pour vos propositions et vos idées. À bientôt peut-être à la HEP. Merci à vous de nous avoir écoutés et j'espère vous rencontrer peut-être l'an prochain. Bonne journée et bonne fin de découverte de la HEP. Selon moi, une bonne enseignante, c'est déjà quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait se remettre en question, se renouveler, quelqu'un qui aime son métier, avant tout. Je m'appelle Sandra Guarino, je suis enseignante à l'établissement secondaire de Renan et j'enseigne les sciences et les mathématiques. Quand j'ai fait mes premiers remplacements, c'était pas forcément dans l'idée de faire de l'enseignement plus tard, mais j'ai effectivement eu un coup de cœur pour le contact qu'on peut avoir avec les élèves, la transmission du savoir. Quand je pense à celle que j'étais quand j'ai terminé mes études, ça me faisait un petit peu peur de passer entre guillemets de l'autre côté. J'avais toujours été dans la posture de l'élève et puis passer dans la posture de prof, j'avais beaucoup de peine à me projeter là-dedans. Mais il faut se lancer parce que moi, ça a vraiment été à travers les remplacements que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaît. J'ai bien conscience que les sciences, ça peut être un gros défi pour certains élèves, la compréhension de la matière. Parfois, on est amené, lors d'une leçon, à modifier complètement le plan et puis à prendre beaucoup plus de temps pour une notion en particulier dont on n'avait pas anticipé la difficulté chez les élèves. J'ai toujours aimé vulgariser en fait, ce que je savais. Ça me permet moi-même de m'assurer déjà que j'ai bien compris. Pour moi, c'est ça la beauté de ce métier, c'est justement le défi de faire comprendre la matière aux élèves. Au secondaire, on enseigne des matières qui nous plaisent, qui nous passionnent. Je pense que ça rend la tâche plus facile d'après moi. C'est toujours plus simple d'enseigner une branche qui nous plaît. Et je pense que les élèves le ressentent aussi. On apprend soi-même chaque jour, on est au contact de personnes qui sont très différentes les unes des autres, autant dans la collaboration avec les collègues que les interactions avec les élèves, éventuellement avec leur famille aussi. C'est un métier à travers lequel on grandit, je crois, en tant qu'enseignant aussi. J'espère faire ce métier pendant encore longtemps et pour l'instant, je ne suis pas prête d'arrêter en tout cas. Je suis parti 6 mois 6 maanden lang in Oostenrijk naar Nederland geweest, à Bruxelles dankzij de HEP. grâce à la HEP. Nous avons environ 60 étudiants qui partent chaque semestre. Ils vont voyager dans plus de 50 destinations. Ils vont comparer les systèmes éducatifs, essayer de prendre ce qu'il y a de bon dans chaque partie. Nos étudiants, ils ont 3 programmes. Ils ont les échanges courts de 1 à 2 semaines, les échanges longs d'un semestre et les stages linguistiques qui leur permettent d'améliorer leur allemand. C'est une occasion unique de voir d'autres méthodes d'enseignement. J'ai choisi de faire une semaine de projet Pierce avec des enseignants issus d'autres formations. Je pense que c'est très important en tant qu'enseignant d'avoir une ouverture d'esprit. Aux Pays-Bas, par exemple, c'était axé sur les émotions des élèves et je pense que c'est ça que je pourrais apporter dans mon enseignement. Ça a permis de vraiment développer ma créativité pour préparer et planifier mes leçons. On soutient les étudiants dans leur démarche administrative et aussi financièrement. La HEP donne de toute façon par mois 320 francs. J'ai aussi fait une demande au fonds HEP pour avoir une bourse. La HEP met en place ça de manière vraiment structurée et adéquate. C'est une fierté que les étudiants puissent partir. Ça veut dire qu'on a réussi à établir des accords avec d'autres universités, que cela nous considère comme des partenaires sérieux. C'était très enrichissant pour ma pratique et pour ma formation. Sur le côté humain, j'ai l'impression d'être beaucoup plus indépendante, sûre de moi-même aussi. Ça nous permet de grandir tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Je recommande vivement de faire ces échanges. Il faut oser partir. Alors, foncez!